Comment il s'appelle? Ah, on m'entend ou pas quand je raconte? Comme ça? Hein. Salut, ça fonctionne? Non? Vous nous entendez ou pas quand on parle? Ouais? Ouais? Oui. Oui. Oui? Oui, oui, Oui. oui, Oui. Oui. Je sais pas si on commence. Vous voulez venir vous installer s'il en reste quelques-uns. Il y a des places devant là. Je sais que c'est toujours un peu intimidant, mais. Ah, voilà. Plein de places devant. Salut Stéphanie, ça va? Salut Mathieu, très bien et toi? Ouais, ouais, ouais. Je suis ravi de vous accueillir ici avec Stéphanie dans la maison Renault Hello. pour animer cet échange aujourd'hui avec 5 entrepreneurs qu'on fait notamment ces objets que vous avez là, ces 5 objets. Le 6e a été fait par la maison aux losanges qui nous accueille. Voilà, je précise qu'ils sont tous à vendre et que je ne prends pas de commission, mais je vais peut-être essayer quand même de renégocier ça après. Et que moi, je pense que je les veux tous, y compris la voiture d'ailleurs. On a fait le tour tout à l'heure. Mais il y a une petite pépite quand même. Je ne sais pas si vous êtes allés dans la salle derrière là. Hein, ah, je vois qu'il y en a quelques-uns qui y sont allés. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui fait très envie aussi derrière. De quoi on va parler ce soir, Stéphanie? Mais d'abord, De liberté. de liberté, tu as raison. Et puis surtout, avec 5 entrepreneurs incroyables. Moi, oui, c'est vrai, je suis éprise de liberté. Je ne supporte pas qu'on me mette dans une boîte. Et donc, déjà, quand j'ai eu la chance de vous rencontrer et de voir ce que vous avez pu créer avec Renault, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. Bon, et puis la petite pépite en plus pour moi, je suis passionnée de voitures. Alors, on ne le sait pas, je ne suis pas une experte du tout, mais d'avoir la chance de rentrer dans la nouvelle R5 électrique, voilà, c'est un moment tu vois, très, très unique. Donc voilà, on va parler de liberté, d'innovation. Je ne sais pas s'il y a des commerciaux, mais je pense qu'il faut sortir le bon de commande pour Stéphanie. Ah ouais, moi parce je qu'elle est suis. prête là-bas, elle a Ouais. fait les 4 voitures là déjà. Ouais, non, on va parler de liberté, on va parler d'innovation, on va parler de notre futur aussi. Comment, grâce à vous, on va l'aider à aller dans le bon sens. On va parler aussi de passion, De communauté. de communauté. Voilà, donc un super moment. Et moi, je suis très heureuse que vous soyez tous là ce soir pour qu'on partage ce beau moment et ce moment de douceur. Voilà, on est très privilégiés d'être ici et donc profitons-en. ce sera avec plaisir. Merci Étienne. Bon, on va commencer par là alors avec Ouais. Flavien. Flavien, toi tu as conçu un objet ici présent qui est cet objet-là qui va sur l'eau, hein, c'est ça? Exact. On dirait pas comme ça. Et on se dit, elles sont où les roues? Mais en fait, il n'y a pas de roues sur celui-là. C'est exact. Bonsoir à tous. Donc, Flavien Neyerts, je suis le fondateur et l'inventeur ou le visionnaire qui est derrière le projet Sea Rider. Sea Rider, c'est le véhicule que vous voyez qui est juste derrière Mathieu, qui est un hybride entre une moto et un véhicule nautique motorisé, donc un engin qui est destiné à aller sur l'eau. On est sur un nouveau véhicule parce qu'en fait, on a tenté initialement de reproduire des sensations de moto. C'est pour la première fois d'avoir un véhicule qui allait reproduire les sensations qu'un passionné de moto pouvait vraiment ressentir, mais enfin sur l'eau. Donc on n'est pas fabricant de jet ski, on n'est pas fabricant de bateau, on ne cherche pas à l'être et on n'a pas envie de le devenir et on ne le deviendra pas. Mais on est vraiment dans l'innovation en termes de sensations. Et vraiment, les valeurs de la marque Sea Rider, c'est de créer cette innovation sensationnelle. À la fois une innovation technique, parce qu'on est sur un produit qui est très futuristique, avec justement une approche en tout électrique, mais en parallèle aussi vraiment cette innovation sensationnelle qui pour moi est l'élément clé qui va nous différencier et qui va positionner notre marque et ce produit-là comme un nouveau véhicule, qui va pouvoir justement donner de la sensation de la liberté, la légèreté, quelque chose de réactif, mais quelque chose, quand on le regarde, qui va porter notre regard vers le futur, qui va nous dire mais j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'être dessus, j'ai envie de ressentir ce que cette personne folle que vous avez ce soir en face de vous a imaginé, a créé, et j'ai envie de voir ce que ça vaut vraiment. Et on a réussi à sortir ce petit engin-là, qui fait son petit bout de chemin. On a présenté ça en janvier 24, et on a une chance infinie d'être là ce soir, donc avec Renault, dans la Maison 5, d'avoir été sélectionné parmi ces 5 inventeurs qui sont encore
plus fous et plus géniaux que ce que certains pourraient nous penser ou dire qu'on est. Et c'est un vrai plaisir d'être là ce soir et de partager avec Mathieu et Stéphanie. On va revenir sur les questions parce que j'en avais déjà plein tout à l'heure. Comment ça se passe quand tu te pètes ta figure comment tu redémarres évidemment, ce ne sont que des moteurs électriques. Hein, donc, c'est aussi assez surprenant de voir une sorte de jet ski qui ne fait pas de bruit. Et voilà. On y reviendra tout à l'heure. Olivier, toi, tu es le rider BMX de la bande, c'est ça Alors beaucoup plus simple, moi je suis Olivier Lequelec, le fondateur du BMX, et en fait j'ai pas voulu inventer quelque chose, j'ai simplement voulu intégrer une autre façon de pratiquer le vélo, peut-être avec un style qui est plus dans les années 70-80, puisqu'un vélo traditionnel, pour moi, c'était pas possible. Je pratique, comme beaucoup ici, tous les sports extrêmes, que ce soit du skate, de la moto, du surf et tout le reste. Et donc forcément, j'avais pas du tout envie de rouler sur, je vais schématiser, mais un vélo traditionnel qu'on trouve à la location dans les rues de Paris. Donc je suis parti d'un BMX et j'ai souhaité essayer d'imaginer comment mieux équilibrer, parce que le problème d'un vélo, quand on y ajoute une batterie et un moteur, ça déséquilibre le vélo. Donc mon idée, c'était comment faire pour parfaitement respecter l'équilibre d'un vélo. Donc on a fait plein de tests, on a fait dessiner ce cadre par un architecte qui a travaillé chez Rem Koolhaas pendant très très longtemps. Et l'idée, c'était d'utiliser le principe des plaques de désensablage que l'on a vu dans le Paris-Dakar pendant très longtemps, où les pédales d'accélérateur qui étaient ajourées pour gagner du poids, et sur les côtés, vous voyez, ces trous qui sont là, en fait, abritent la batterie qui est dans l'axe du moteur, qui est dans l'axe de la selle, qui est dans l'axe du pelvis du pilote. Et donc on peut faire du backflip, du double backflip, tout ce que vous voulez. Ça pèse 16 kg. Et pour la version la plus rapide, qui n'est pas une version street légale, mais qui est faite pour les courses, ça va jusqu'à 50 km/h, voire même 55 km/h. Donc voilà, donc j'ai pas voulu inventer, j'ai pas du tout la prétention d'avoir inventé quelque chose, mais tout à l'heure tu l'expliquais vraiment, c'est ce qui nous rassemble tous ici, c'est une sensation de liberté, une sensation de pratiquer un sport comme on a l'habitude de le pratiquer, avec le moins de contraintes possible, contrairement à ce qu'on peut imaginer, avec le moins de technique possible, parce qu'il ne faut pas que ça tombe en panne. Quand on a l'envie d'aller se promener un peu partout, si on doit être avec un ordinateur pour reconfigurer le software ou des tournevis partout, non, ça ne casse pas. Si ça casse, ce n'est pas du tout la bonne idée. C'est se dégager de toutes les contraintes, arriver sans casque, sans gants, et aller le plus vite possible dans des voies qui finalement sont les nôtres, quoi. Sans casque? Bah, oui. Pourquoi mettre un casque? Parce que je serais mort 2 fois si j'avais pas eu de casque en vélo. Étienne, Oui. toi, on parlait de technique, il faut pas trop de technique pour faire du BMX. Le e-foil, j'ai essayé, j'ai adoré, vraiment un objet aussi très cool, mais on est d'accord, c'est quand même un peu plus technique au début. Bah, c'est justement en fait tout le challenge qu'on a essayé de relever en créant ce produit là, en 2018. C'était de comment faire en sorte que ce type de produit soit accessible au plus grand nombre. Parce qu'en fait, ce produit fait juste rêver. Vous volez littéralement sur l'eau. Vous êtes à 50 cm de l'eau. Vous n'avez pas de bruit. Vous filez à 30-35 km/h et c'est juste magique. Enfin, vous avez des papillons dans le ventre. C'est le seul truc qui me vient à l'esprit. Et en fait, c'est vraiment cette passion qu'on a essayé de transmettre au travers de ce développement de ce produit-là. Tu flottes pas, hein, tu voles. Hein. Ah oui, c'est vraiment très, c'est une très liberté. Il n'y a Vous avez vraiment déjà fait plus du e-foil? Non? plus aucune sensation, quoi. C'est incroyable. Et vraiment, c'est cette liberté, cette magie, enfin cet aspect magique où en fait, bah, vous êtes votre seule limite, on va dire, qui a été au cœur de ce développement et qui nous a permis du coup de créer ce produit de A à Z en fait dans son intégralité. Et on a posé du coup une première étape, un brevet sur la motorisation, qui a été en fait la pierre angulaire du développement de la société à proprement parler. Et aujourd'hui, on est présent grâce à Renault, et à vous présenter enfin ces produits, ces pépites françaises, on va dire, où bah oui, on est capable de concevoir des objets magiques en France, et merci Renault d'être là aujourd'hui. Moi, je vais être très honnête avec vous quand même, parce que j'ai essayé, on flotte pas, on vole. Mais ça, c'est quand on est nul au début, en fait, on flotte pas, on vole jusqu'à ce qu'on comme ça et qu'on s'éclate la gueule Alors, dans l'eau 40 fois le premier jour. Je t'invite vraiment à venir essayer le plume, avec grand plaisir, parce que on va dire que 100% de nos clients volent en 3 minutes. Mais après, tu tombes jamais, tu te rétablis. Ah si, bah si, C'est c'est ce que plaisir. je voulais dire. S'il n'y a pas de gamelle, c'est pas drôle. Un petit peu de gadin. Ça fait partie du jeu. Ouais. Soyons honnêtes. C'est sans casque, ouais. J'ai entendu, c'est sans casque, effectivement. Antoine, on parle pour toi alors du seul objet non motorisé de la journée. Il n'a pas d'électricité, celui-ci. C'est un bateau qui a quand même un petit truc un peu spécial. Parce que notamment on peut l'emporter partout. Ça paraît un peu chelou comme ça. Même quand on le voit comme ça, on a du mal à le croire. Mais
Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Alors effectivement, moi c'est Antoine Simon, je suis le fondateur du Reverso, c'est le voilier que vous voyez là. Dans la conception du Reverso, à la base, on a vraiment voulu, on a cherché à rendre plus sexy, cherché à réinventer, cherché à réenchanter un sport que j'adore, sur lequel sur lequel j'ai passé toute mon enfance, qui m'a apporté énormément. Et objectivement, c'était pas non plus le dériveur qui a connu un énorme boom sur la génération de nos parents. Avait besoin, je pense, d'un réenchantement technologique. Et on a ajouté quelque chose qui fait partie aussi de notre culture. Donc, c'est les codes des bateaux de course au large et la tech de la course au large. Donc, c'est pour ça qu'on s'est implanté en Bretagne, dans la Sailing Valley, où on a pu avoir un transfert assez naturel et assez direct de toutes les technologies de course au large, des carènes planantes. Et on a aussi mis dans le shaker toute notre passion pour le surf, pour les sports de glisse, pour la planche à voile. Donc on a vraiment cherché à avoir un engin, une luge, quoi, un bateau qui surfe, qui déboule, qui tourne rapidement, qui puisse faire des turns. Et puis il restait un gros frein en fait à la pratique du bateau que j'avais remarqué en tant qu'entraîneur, moniteur. C'était qu'il y avait un gap énorme entre le moment où on fait de la voile, on sait faire de la voile. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà barré un petit bateau. Et puis le moment où on a son propre bateau, quoi. Il y a un gap énorme en termes de stockage. Allô, le club du Ferret, vous avez de la place? Ben non, on n'a pas de place, on n'en aura jamais. En termes de transport aussi, comme tu disais Mathieu, en fait, transporter un bateau, mon bateau précédent, il faisait 2,50 m de large, le mât faisait 11 mètres de long, c'est pas hyper facile de rouler, de doubler, de préparer le bateau. Et là, un peu comme un surfeur ou un windsurfer, la carène de ce bateau-là est en 4 tronçons, un peu comme est fabriqué un avion de ligne. Et ces 4 tronçons-là, on a breveté un système qui permet de les démonter en 3 minutes. Et donc le bateau rentre dans le coffre de la voiture. Donc sans compromis sur la performance. On est d'accord quand on regarde, on et la se dit, flottaison. jamais il rentre dans le coffre de ma voiture. Hein. Et dans le coffre de la R5, là. Non, il rentre dans le coffre Beau d'un, on va dire, break SUV familial. Et puis, si on a une R5, on peut mettre juste une petite plateforme d'attelage ou le mettre sur les galeries de toit. Mais en gros, même pour le stockage. Tu rabaisses les sièges à l'arrière? Oui, exactement. Mais même pour le stockage, l'ordre d'idée, c'est la place d'un VTT à stocker. Donc, ça reste beaucoup plus accessible pour aller chercher des nouveaux utilisateurs, des nouveaux marchés et des nouvelles perspectives. Et ça correspond à quoi? Un laser, c'est plus petit qu'un 420, ça, non, quand même, non? Il fait 3,40 m, donc c'est à peu près un laser dans lequel, par contre, on peut monter à 2 adultes. Ok. Ou plein d'enfants. Je sais pas si je mettrai tous mes enfants là-dedans, je les reverrai jamais, je pense. Quoi que c'est peut-être une bonne idée. Pardon. Étienne. Pardon, Nicolas. Ouh, j'ai Nicolas. Toi, tu as alors un autre objet très, 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 très cool. En fait, on peut à un moment, on a les Kawasaki, Skidoo, Sea-Doo, etc., qui sont dans vos univers, souvent à la montagne l'été, à la plage l'hiver. Toi, tu as fait un objet qui donne envie aussi. Je ne sais pas si tu peux faire des backflips avec le Moonbike. Est-ce que ça a déjà été fait? Techniquement, on peut, ça n'a jamais été fait, donc le challenge est encore à décrocher. Voilà, le Moonbike est donc entre le e-foil et le BMX. Et c'est une moto des neiges? Donc déjà, bonjour à tous, hein, je suis Nicolas, donc fondateur de Moonbikes. Donc oui, c'est un objet qui est nouveau, il n'y a pas vraiment de définition. Pour faire simple, on peut dire que c'est un scooter des neiges ultra léger. Mais donc moi, j'ai rien à voir avec la motoneige à la base. Je suis plutôt un ingénieur aéronautique à la base et passionné de montagne et de tech. Et j'ai eu l'idée de Moonbikes parce que j'ai réalisé qu'autant l'été, on avait une infinité de moyens de locomotion, encore plus avec le boom de l'électrique. Par contre, l'hiver, en termes de véhicules, il n'y a que des voitures avec des chaînes ou des motoneiges. Et les motoneiges, c'est des engins qui font 250 kg, qui sont durs à conduire, ça fait un boucan d'enfer, c'est polluant, c'est dur à transporter, dur à ranger, ça coûte hyper cher. Et donc je me suis dit pourquoi on ne créerait pas un objet qui soit, pour démocratiser la mobilité en milieu enneigé, qui soit facile à ranger, qui soit électrique évidemment, silencieux, pour être en vraie communion avec la nature, parce que c'est complètement idiot d'avoir un énorme boucan quand on est en plein dans la forêt enneigée. Donc ouais, électrique, facile à ranger, facile à transporter, que tu mettes à l'arrière de ta voiture, comme un Reverso. Et
vraiment pour que ça soit accessible à tout le monde, parce que les motoneiges, il y en a quand même 130 000 vendus annuellement dans le monde, mais c'est 80% des utilisateurs qui sont un peu catégorisés redneck aux États-Unis. C'est 80% aux États-Unis, hein, c'est du B2C américain, le client typique. Et en fait, c'est pas forcément Monsieur Tout le Monde. Et je voulais vraiment créer un objet pour Monsieur Tout le Monde. Et vu que j'y connaissais rien, et ben plutôt que prendre une motoneige et l'électrifier, je me suis dit comment on va plutôt partir d'un système de propulsion avec un bon rendement qui marche pour l'électrique et pour la neige et fabriquer un véhicule autour de ça. Et donc aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que nos clients, on a vendu 1000 dans le monde en 3 ans. Et c'est 80% dans le Blue Ocean, donc des gens qui ne sont pas du tout dans la motoneige. C'est des gens qui sont concernés par l'environnement, qui roulent en vélo, à l'électrique. Donc ça, on est hyper fiers de ça. Et nos clients, donc, c'est principalement du B2C aux États-Unis. Et sinon, en Europe, vu que le B2C est plus compliqué pour des raisons réglementaires, j'avais eu l'idée de créer des parcs de location dans les stations de ski. Parce que l'époque où les gens skiaient 7 heures par jour, 7 jours sur 7, c'est fini. Donc les clients de stations ont besoin de trouver d'autres solutions pour découvrir la montagne. Donc je me suis créé des parcs de location en station. Ça pouvait être une opportunité unique pour les stations voilà, d'offrir une expérience à leurs clients. Donc on a 50 parcs de Moonbikes Park dans le monde. C'est un bon carton. Donc on a 2 pieds, un pied B2C et un pied B2B. Et pour revenir sur le produit, c'est vraiment, voilà, comme pour mes collègues, c'est l'expérience. C'est une expérience de dingue. En France, par exemple? On a Yachting, les saisies, enfin je ne vais pas tous les nommer, okay. Sinon, malheureusement j'aurais des ennemis. En France, quoi. Mais ouais, sur notre site c'est référencé et on a. Yachting, les saisies, 2 stations voilà. cette année. Donc exactement. Combien ils valent vos objets? Je rappelle qu'ils sont à vendre sur The Originals de Renault. Faut les aider. Nous on se situe autour des 7 000 € okay. dans la version Renault 5. Okay. Et après, il y a une version donc sur notre produit Le Plume, qui est le produit de base. Notre entrée de gamme est à 5 000 € aujourd'hui. Et donc, de toute façon, la plupart vont varier entre l'achat et finalement un modèle de location qu'on va trouver. Moi, à chaque fois que j'ai fait du e-foil, c'était de la location en fait. Hein, mais ouais. Oui, en fait, on a une gamme de produits. Je pense que c'est pareil un peu pour mes collègues, mais on a une gamme de produits qui permet de s'adresser en fait à tous les niveaux et qui permet vraiment de progresser avec le produit, autant sur la découverte, que ce soit vos enfants qui en font ou autres, parce que dès 40 kilos, on peut monter dessus et se faire plaisir, ou des personnes un peu aficionados qui ont besoin d'avoir des grosses sensations. Donc, on a des petites planches, des ailes un peu affûtées, un peu acérées, qui permettent vraiment là d'envoyer des courbes et on passe dans un autre usage. Au-delà de la plaisance, on rentre dans la sensation forte, on va dire. Un reverso, c'est de l'ordre de 10 000 €. TTC, le prix, et pour avoir un ordre de comparaison, un laser, donc l'équivalent à un bateau qui a été créé dans les années 70, neuf, c'est 5% moins cher. Nous, on a mis une recette avec des ingrédients plus tech, plus quali, et la différence, elle s'explique par le fait qu'on est en B2C, en direct consommateur. Voilà, donc le client a des meilleurs ingrédients pour le même prix dans la recette. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous relie pas mal aussi. C'est qu'on est très lié, on est très axé direct au consommateur. C'est-à-dire qu'on on a pris le parti en fait de supprimer l'intermédiaire, donc qui va permettre de distribuer nos produits. En fait, on est des marques en ligne. Enfin, en tout cas, je parle pour ma part, mais je pense je ne suis pas la seule. On est des marques en ligne qui, du coup, s'adressent directement aux clients et enlèvent tout cet aspect distribution, tout cet aspect, on va dire, gestion de flux autre, et qui, au final, perturbe un peu le ressenti client, on va dire. Nous, c'est pareil, 80% c'est du direct to consumer et à peu près 80% des ventes viennent du digital. D'accord. Et ça se commande en ligne, quoi. Exactement. Ouais. Tu te fais livrer devant chez toi. Ça vaut combien? C'est 9 500 € hors taxe. On est dans les mêmes zones. Alors, le Sea-Racer, c'est un peu plus cher parce que c'est un objet avec des grosses turbines, double turbine, etc. Il en fallait un, forcément. Du coup, effectivement, le Sea-Racer, enfin, dans la marque Sea Rider, on a 3 modèles, mais le Sea-Racer que vous voyez ici, on est sur un panier moyen qui est plus élevé. On est entre 23 000 et 28 000 € hors taxe. On est sur le panier haut de gamme du véhicule nautique moteur aujourd'hui qu'on pourrait trouver un jet ski classique. Dans performant, on va se positionner entre 20 et 30 000 €, mais sans opportunité d'avoir un produit électrique, en tout cas en Europe. Donc on est une alternative en tout électrique, apportant des nouvelles sensations, apportant une vraie innovation. Donc la question se pose vraiment pour un utilisateur aujourd'hui qui cherche à renouveler son VNM. C'est
disons la dénomination du produit véhicule nautique à moteur, qui va se poser la question pourquoi j'irais acheter un nouveau jet ski ou VNM en thermique quand aujourd'hui on a l'opportunité d'avoir une option en tout électrique qui pour la première fois sur les 40 dernières années va apporter une innovation en termes de sensations et une révolution en termes de sensations. Donc on a vraiment en fait on fait face à des utilisateurs en B2C qui se posent la question qu'on va directement renvoyer vers nos canaux de distribution. Nous, contrairement à mes collègues ici présents, on bosse principalement en B2B, je dirais 90% en B2B avec un schéma assez justement pyramidal avec mise en place d'un importateur par pays qui lui va même travailler notre marque et implanter la marque au sein de son pays, au sein de ses acteurs avec un réseau de distribution, un réseau de sous-distribution et un réseau d'agents permettant d'avoir une implémentation et disons une pénétration du marché plus long terme et plus stream avec un vrai rôle d'importateur. Bon, mais moi j'ai la chance, je suis le moins cher. Donc, et en plus, on essaie de travailler, nous, à travers plutôt des prescripteurs et des magasins, puisque l'idée, c'est pas de vendre en direct, puisqu'on considère qu'on veut être au contact de gens qui ont l'habitude de pratiquer ce type de sport. Et on a essayé d'imaginer toute une gamme, c'est-à-dire que le BMX est un objet de liberté. Je reviens toujours sur ce même thème, parce que c'est vraiment très important. Et beaucoup ont l'habitude de fabriquer leur propre vélo, c'est-à-dire qu'on achète un cadre, et puis on achète des roues, on choisit des freins chez un tel et un tel. On et donc rajoute des trucs sur les côtés, oui, là, à tu peux l'avant, à rajouter des l'arrière. pegs, etc. Et donc en fait, l'idée, Tu peux le c'est faire sur le tien? On peut oui, tu peux rajouter faire tout ce que tu veux. C'est un BMX. Ouais. Il se trouve que c'est un BMX électrique, mais on utilise les mêmes roues. J'ai pas fabriqué de nouvelles roues. J'ai Ok. pas fabriqué de nouveaux guidons. J'ai juste essayé de dessiner une association du cadre et du support de selle qu'il a été obligé. Il fallait les créer. Mais bon, pour revenir à l'essentiel, c'est qu'on a la possibilité de vendre soit des cadres qui permettent en quelque sorte d'y intégrer ses propres roues, sa propre fourche, ses propres guidons, puisque un pilote de BMX en général a déjà tout ça. Et si l'on veut acheter un vélo en entier, on a donc deux versions. Une version qui est street légale, qui est de 250 watts, car en Europe, on oblige une puissance maximale, on oblige une vitesse maximale. Et donc ça commence à 3 300 €. Ce sont des cadres en aluminium. On a une version course, qui est donc beaucoup plus un peu comme on achèterait une moto de cross qui est non homologuée, une YZ pour ceux qui connaissent chez Yamaha, enfin il y a d'autres marques bien entendu. Et donc ces modèles-là ont des moteurs de 750 watts, c'est un peu plus puissant, ça pèse 16 kg. Attends, 250 ou 750? Oui, on passe de 250 à 750 watts pour des vélos qui pèsent finalement entre 15 et 16 kg le maximum. Et voilà. Et alors, un élément qui est très... Celui-là vaut 4250. Et ce qui est très important, c'est qu'on essaye, nous, de proposer à nos clients une customisation, un peu comme quand vous allez vous avez acheté une Harley Davidson, vous demandez changer les roues, etc. Là, on peut choisir la taille de roue, 24 pouces, 26 pouces, 27,5. On peut choisir le type de freinage, un quadruple piston de chez Shimano ou un quadruple piston de chez Magura. Donc en fait, on essaye d'imposer deux modèles qui sont déjà tout montés, mais surtout on laisse la possibilité à celles et ceux qui voudraient avoir un objet unique, parce qu'encore une fois, vous n'en voyez pas beaucoup. C'est-à-dire si vous vous prenez dans Paris avec ce vélo-là, vous pouvez être sûr qu'on va tout de suite vous dire « Ah, c'est quoi ?» Donc c'est quelque chose de très différent. C'est un peu comme on achète des sneakers qui sont particulières. Pour certains, on a un style, chacun a un peu sa lecture en termes d'expression personnelle. Bah, ce vélo-là, c'est un peu ça. Donc on peut choisir la couleur, on peut choisir encore une fois plein de choses, les pneus, etc. J'essaye d'exprimer simplement l'idée qu'on ne veut pas imposer quelque chose. On propose quelque chose de disponible, mais on laisse la possibilité à ceux qui veulent avoir un vélo de faire ce qu'ils veulent avec. Mais c'est Oui. ça je trouve que c'est ça qui est intéressant en fait, c'est cette capacité de proposer en fait quelque chose qui est modulaire, qui permet en fait de répondre à un besoin client qui a besoin de son identité, qui a besoin d'exprimer son identité, et en fait de pouvoir customiser. Là, comme tu dis, nous on a un peu des options aussi qui nous permettent en fait d'adapter le produit à l'envie du client et à son usage, et de le rendre unique. Et c'est ce que tu. Et on peut le faire qu'en ayant choisi de ne pas avoir de stock d'avance. C'est-à-dire que moi, j'essaie simplement d'avoir des patchs de 30 vélos, ils sont prêts à monter, et à chaque fois qu'on me demandera une personnalisation, on demande à notre atelier de le faire. Mais si vous commandez 1000, 2000, 3000 vélos que vous faites monter par avance, eh bien vous obligez votre acquéreur à avoir quelque chose qui ressemble à celui du voisin. Il se trouve dans le monde d'aujourd'hui, pour ne pas faire de branding, mais la plupart des grandes marques aujourd'hui essayent de vendre des séries limitées, parce que ça donne une possibilité à celui qui possède cet objet dit limité d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas. L'idée, c'est vraiment d'être un peu différent, quoi. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est en deux phrases, c'est quoi votre parcours avant? Parce que quand j'ai vu ce que vous avez été capable de sortir,
dans ma tête, je me suis dit, bon, CDGO trouve tout, papy dans le garage vous a appris à monter des tuyaux ensemble et à créer des choses. Et en fait, c'est pas exactement ça. Toi, par exemple, t'es pas ingénieur. Moi, je suis pas du tout ingénieur. Alors, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. Je viens d'école de commerce. J'ai toujours été un très bon commerçant. Et j'ai la chance d'avoir grandi dans un univers nautique avec une famille qui a toujours été dans ce milieu-là. Donc, c'est un milieu que j'ai côtoyé depuis mon plus jeune âge. Tu faisais déjà du jet quand tu étais petit ? Exactement. En fait, je faisais beaucoup de motocross et de sport mécanique, beaucoup de sports de glisse, dont beaucoup de skateboard. Je me suis beaucoup blessé. Et on m'a un petit peu forcé à aller faire mes activités un peu faux-folles dans l'eau, avec du wakeboard, du jet à bras. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce qui est intéressant, et je pense ce qui nous lie un petit peu tous aujourd'hui, c'est que réellement, ce qui a motivé la création du Sea Rider, c'est un mélange de passion et de la recherche de dupliquer des sensations que je pouvais avoir en moto, de liberté et des sensations vraiment uniques dans un contexte que je ne retrouvais pas, qui était le contexte aquatique, qui mélangeait justement mes deux plus grandes passions. Et du coup, en fait, en recherchant à renouer avec ces émotions-là, un jour, j'ai eu cette idée de me dire et pourquoi on ne ferait pas justement d'un produit qu'on a déjà, on rajouterait un cadre et puis on verrait comment ça navigue et puis on essaye et on met des moteurs électriques, on en met un, on en met un c'est bien mais deux c'est mieux parce que ça manquait de puissance et puis prototype 1 jusqu'au prototype X. Dans ton garage là où non, avec des ingénieurs, je me suis entouré parce que forcément en n'étant pas ingénieur c'est quand même mieux, on serait certainement pas là. Des potes aussi que tu as trouvé en faisant du jet Non, forcément du conseil, du conseil de gens qui avaient de l'expérience parce que je suis quand même jeune, donc forcément dès le début on prend tous les conseils, on les prend et on les écoute avec attention pour éviter de dupliquer les erreurs qui ont déjà pu être faites par d'autres entrepreneurs. Mais c'est vrai que rapidement j'ai su m'entourer des personnes qui étaient compétentes dans chaque domaine dans lequel je n'étais pas, permettant de pouvoir sortir un produit aujourd'hui comme le Sea Rider qui semble abouti mais qui est en constant R&D, qui continue d'évoluer, avec lequel par exemple actuellement on est déjà en train d'essayer les modèles 2026, donc on évolue en permanence au niveau technologie parce que nous on fabrique la technologie qui est dedans, ce qui permet en fait d'avoir plus de puissance, plus d'autonomie, plus de légèreté, plus de sensations, dans le but en permanence d'essayer d'avoir un produit qui est devant en termes d'expérience par rapport aux attentes de nos utilisateurs. Et en essayant en permanence d'avoir vraiment un maximum de retours utilisateurs pour toujours optimiser cette expérience client, parce qu'en fait, je pense qu'on est tous d'accord que le plus important, c'est l'expérience générée et partagée avec nos utilisateurs finaux qui fait la valeur de la marque et des produits qu'on propose ce soir et qu'on vous présente. Et tu as parlé aussi tout à l'heure de sensations, et puis aussi de revivre des moments que tu avais vécu avant, et tu avais envie de les amplifier et d'être innovant aussi, mais de revivre quand même ces moments-là. Exactement, c'est vraiment essayer de retrouver ces sensations que je pouvais avoir en moto tout-terrain, où aujourd'hui, malheureusement, j'imagine que dans les banlieues de Paris... La Madeleine de Proust. Exactement. Voilà. En fait, on est de plus en plus limité sur Terre. Et c'est vrai que le domaine aquatique, que je maîtrise pas trop mal, ou justement, même Plume, je pense, peut le confirmer, en fait, on a vraiment des possibilités d'aller chercher plus loin dans des sensations avec moins de prise de risque et permettant d'avoir aussi plus de liberté, plus de zones d'exploitation, moins de contraintes. Et ça permet vraiment en fait, d'avoir un marché où de plus en plus les gens s'orientent. Et innover dans ce domaine-là, c'est clairement pas facile, mais il y a clairement une vraie demande du marché d'aller chercher quelque chose de nouveau. Parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on peut essayer un produit qui est radicalement différent dans les sensations qu'il va procurer à ses utilisateurs. Et toi, c'est ton job aujourd'hui, tu fais ça à 100%. Oui, j'ai pas le choix du coup. Il y a une question que tu posais. Olivier, ouais. Pardon, il y a une question que tu posais aussi qui était celle comment nous est venue l'idée. Oui, parce que souvent, moi, quand on m'interroge ou quand je rencontre des jeunes entrepreneurs, c'est ouais, alors j'ai envie d'être entrepreneur, mais l'idée, elle vient d'où ? Comment je vais trouver mon idée, etc. On ne cherche pas une idée. Et ça, on ne se pose pas le soir en disant quelle est la bonne idée de demain. Non, en fait, on vit et puis d'un coup, on pratique quelque chose et on se dit tiens, et si on transformait ça pour notre propre utilisation? Et c'est à partir de notre propre utilisation, notre ressenti, notre partage avec les uns les autres, tu le disais très justement, moi j'ai fait essayer 30 vélos à des riders qui me les ont cassés pour comprendre ce qu'ils recherchaient à travers ce que moi j'avais imaginé. Mais je ne me suis pas levé le matin en me disant quelle est la bonne idée que je peux mettre en œuvre. C'est pas comme, c'est pas scolaire. Ce qui est intéressant, Olivier, pardon, c'est pas scolaire. Sur les idées dont on parle aujourd'hui, c'est que c'est très lié à ce que tu disais juste avant, c'est qu'on parle d'émotion. C'est-à-dire que, pardon, mais on pourrait très bien vivre sans tous ces objets. Cela dit,
quand on les utilise, quand on fait du e-foil, quand on fait de tous ces objets, ben on s'éclate. L'effet waouh. Et on se régale et on passe un bon moment. Je veux dire, ils ont un appeal qui est très important. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de travailler sur des objets qui sont beaucoup plus que utilitaires, en fait. Moi, je trouve ça assez... Vraiment sensationnel. Ouais. Et je pense que ça découle directement d'une passion. Chaque builder que vous avez ici a sa passion ou avait un besoin de chercher ou de pouvoir proposer quelque chose qui lui plaisait à lui-même avant tout. Et je pense que c'est c'est pas fait vraiment pour les autres, c'est d'abord fait pour exactement. soi. Ça peut Y a paraître pas un peu égoïste, mais en fait, le Sea Rider, par exemple, c'était mon rêve depuis que j'étais enfant, quoi. Et je pense que c'est un petit peu pareil pour Mais tous les sinon, builders, on roulerait tous dans des voitures dégueu à 4 roues qui seraient toutes des Lada. Pardon. Du coup, moi, j'ai quand même une approche très différente par rapport à Oh. toi et par rapport à l'innovation. C'est vrai que moi, j'ai un parcours d'ingénieur assez classique, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans l'environnement, je travaillais dans l'aéronautique, j'ai fait ce genre de choses, j'ai fait les arts et métiers avec mon associé. Donc, on s'est connus il y a 20 ans sur les bancs de l'école, enfin, il y a 15 ans sur les bancs de l'école. Et en fait, on s'est retrouvés en allant au boulot pour Airbus Hélicoptère, pour ne citer la société pour laquelle on allait. Et on a commencé à parler entrepreneuriat. Et puis, en fait, on discutait, on a relié connaissances après quasiment 15 ans de non-contact. Et en fait, c'est justement en parlant d'entrepreneuriat, l'idée a commencé à faire son chemin. Puis après, on a été embauchés tous les deux dans une autre boîte pour laquelle on a développé des imprimantes industrielles, donc des trucs assez importants. Pour ma part, j'étais en charge d'un bureau d'études, donc vraiment l'ingénieur cadre classique. Voilà, j'ai fait mon parcours très bien. Puis au bout d'un moment, avec mon associé, on s'est dit c'est bien de se lever le matin, mais on va peut-être se lever le matin pour nous, au lieu de le faire pour les autres. Et contrairement à vous, on s'était mis toutes les semaines, on avait 1 heure de brainstorming pour trouver quelle était la bonne idée. Alors ça a pris du temps, ça a pris 6 mois à peu près pour que le parcours se fasse, le chemin se fasse. Et au final, la bonne idée, c'est celle, ça répond à ce que disaient Flavien et Olivier, la bonne idée, ça a été la passion. En fait, voilà, pour ma part, j'étais passionné de planche à voile, enfin tout sport de glisse, j'en pratiquais et j'en pratique toujours. Et mon associé, c'était la voile. Et on s'est dit, voilà, comment associer nos compétences techniques et notre passion. Et en fait, c'était le moment où il y avait les foils qui commençaient à apparaître, enfin qui revenaient, puis c'était Barley qui les a inventés, mais ça commence à revenir. Et l'électricité, il y a besoin d'efficience, parce que aujourd'hui, on n'est pas capable d'emmagasiner une quantité monstrueuse d'énergie et de l'emporter avec soi. Et en fait, c'est de là qu'est venue l'idée, c'est que le foil électrique, c'est le moyen aujourd'hui le plus efficient pour glisser sur l'eau. Et l'électrique, c'est aujourd'hui la solution la plus écologique. Alors bon, après, il y a énormément de débats autour du sujet, mais c'est la solution qui nous paraissait la plus cohérente. Et ça a commencé comme ça. Donc pour le coup, nous, c'était vraiment dans le garage, à la petite lumière qui traînait en haut, et on commençait à shaper nos planches, à faire nos courts-circuits. Ça prenait feu, on était en panique. Enfin bon, bref, on a démarré comme ça. Et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose d'assez percutant. On avait une idée sur la motorisation qui nous a permis de poser un brevet, on va dire. Et c'est là que l'idée d'entrepreneuriat est vraiment démarrée. C'est-à-dire que on a un brevet, on a une première brique de départ, on a une idée, on a une passion, on a une vision, t'en parlais, d'un marché qui était à naître. Et on s'est lancé là-dedans, la tête dans le guidon, hein, pour reprendre le terme. Et tu arrives à en vivre ? Oui, aujourd'hui oui. Donc ça a été un parcours. Ça, je pense que tout le monde le partagera. C'est un vrai parcours. C'est un parcours parce que c'est bien beau d'avoir une idée, c'est bien beau d'avoir un prototype, mais encore faut-il trouver des financements, pitcher, donc créer un business plan. Faut savoir en faire un. Commencer à créer une présentation, se vendre, parce que c'est comme ça que ça démarre. Il faut être en capacité de vendre son idée, de vendre sa vision et de convaincre les gens en face de vous. Et de fil en aiguille, voilà, on a fait une première petite levée de fonds, c'était un peu de la love money, ça nous a permis de nous lancer, c'est là que le Covid est apparu, donc je pense qu'on était un peu tous comme des idiots à ce moment-là, mais on s'est tous lancés à ce moment-là. Et on a créé petit à petit, voilà, étape par étape. Alors au début, on avait énormément de SAV, on avait énormément de services après-vente, parce que c'est des produits qui sont assez complexes au final. Faire cohabiter de l'électricité et de l'eau salée, c'est pas forcément évident tous les jours. Mais voilà, petit à petit, le taux de SAV a commencé à chuter. On a parti sur des produits plus mainstream. Et puis, contrairement à Flavien, on s'est adressé à la base de la pyramide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les produits concurrents sont autour des entre 10 et 15 000 euros. Et nous, on a décidé de proposer un produit à 5 000 euros. Donc l'idée, c'est de faire aucun compromis sur les sensations. Donc vraiment, vous prenez ce produit-là ou le produit à 15 000 euros, vous avez les mêmes sensations. Par contre, il coûte 3 fois moins cher, quoi. Donc c'est vraiment là toute la technologie et toute la réflexion qui a été derrière de créer ce produit-là, quoi. Tu me donnes envie de plein de rebonds, mais on va finir ce tour
avant de voir. D'où elle vient l'idée chez toi, chez vous? Ce qui est assez rigolo, c'est que je crois qu'il y a, je ne sais pas si nos auditeurs cherchaient une ligne directrice, mais là, il n'y en a pas en fait. Non, mais c'est vrai. C'est ça qui est cool. Flavien, c'était son rêve depuis qu'il était tout petit. Et on Olivier, le voit, Olivier l'a mûri, sur vous avez TikTok. brainstormé. Donc moi, j'ai fait, donc, bon, pour revenir sur le parcours, moi, j'ai fait l'ENAC. Après, j'ai été pilote sur Airbus, chez Air France. Et quand même, comme driver, il y a ce kiff de piloter un engin dans un environnement qui bouge. Un avion, on est dans les nuages, dans le vent, dans la glace. Il y a plein de phénomènes qu'on peut rencontrer. Un bateau, je trouve que c'est encore plus criant, plus flagrant quand on met un gamin sur un bateau. On peut être en montagne, dans la nature, mais il y a des tracks, il y a des sentiers. À part une prairie où on peut courir dans tous les sens sur l'eau, on peut aller là. Là, non, là, il y a le vent. Oui, il faut gérer les rochers, les vagues, le courant, mais c'est assez fou de mettre un gamin sur un bateau où il se dit, en fait, je trace ma trajectoire. Donc je pense que c'est un peu le fil directeur pour moi dans mes passions. Liberté, encore une fois. Ouais, l'immense liberté, quelquefois, qui peut être même un peu déroutante, un peu. On peut aller partout, Donc c'est à nous. D'ailleurs, en bateau, il n'y a pas de permis sur un voilier, On fait appel à la responsabilité du skipper. Qui dit en fait je fixe mes limites. Est-ce bien raisonnable? Je peux aller en anglais. Non, est-ce bien raisonnable? Mais c'est pas mal en fait. Ça responsabilise. T'es toujours pilote? Ouais. Enfin, j'ai toujours gardé mes qualifs et tout. Et pour revenir à la maturation de l'idée. Moi, j'y pense. Enfin, je pensais pas à ce bateau-là quand j'étais petit, mais ça a maturé et aujourd'hui, c'est un concentré de tout ce que j'aime en termes de sensations de pilotage, en termes de tech. Et puis la tech, dès qu'on trouve, pareil, on s'inspire de plein de choses. Moi, je suis ravi d'être avec ces builders-là et on rajoute des éléments quand ils sont utiles. Et puis pour terminer, Mathieu, tu disais qu'en fait, on n'a pas des objets qui sont utilitaires. On n'a pas besoin pour aller bosser, c'est pas des objets, les workhorse, mais par contre, c'est des objets qui. C'est pour ça que l'expérience elle est cruciale, c'est que un bateau qui va de A à B, il y en a plein. Un bateau qui va de A à B avec des sensations hyper cool de glisse, de surf, de restitution de l'énergie du vent, c'est ce sur quoi on bosse pour. Je dis ça en no offense, c'est valable pour le ski, c'est valable pour le en kite, fait, c'est valable pour tout ça. C'est vraiment juste plus. pour reprendre sur la nécessité, on a besoin de rêver en fait. C'est juste ça, c'est un besoin interne. Tous les soirs quand on dort, on rêve et on a besoin de rêver même en étant conscient. Et ces objets répondent à une partie de ces éléments-là. Des objets addicts. En fait, très vite, tu découvres, tu testes et tu as envie de recommencer. Parce que c'est pas compliqué. C'est pas comme apprendre quelque chose de nouveau. C'est qu'on a tous fait du vélo, on a tous surfé, on a tous fait du skate, etc. Donc c'est quelque chose qui est quasiment inné avec une nouvelle façon de le pratiquer. C'est ça qui est important. Et puis comme les gars, c'est des objets qu'on a fait vraiment pour nous. Mais clairement, et c'est pour ça que je pense qu'ils ont chacun une personnalité, c'est qu'ils ont ils ont chacun la culture du builder, mais de A à Z. Et donc du coup, ça te plaît pas, c'est pas pour toi, c'est pas grave. On n'a pas cherché à faire une étude de marché, à faire l'objet le plus qui rentre le plus dans la moyenne, avec le plus de clients possible. Parce que je pense que ça nous correspond pas. Nicolas, tu as fait une étude de marché pour savoir si les gens avaient besoin de. Absolument pas, non. Non, moi j'ai plutôt le profil Géo trouve tout. C'est comme ça que mes proches et mes potes m'appelaient quand j'étais petit. Et donc à Bidouille, dans ma chambre ou ailleurs. Et après formation plus classique d'ingénieur, j'étais aux arts et métiers également. Je suis rentré chez Dassault Aviation où j'ai travaillé pendant 6 ans. Et j'avais peut-être cette frustration de fabriquer des engins que je ne pouvais pas conduire, donc, parce que je n'ai pas le brevet de pilote comme Antoine. Et j'ai toujours eu envie de fabriquer des objets. Et l'idée m'est venue à la montagne, chez mes grands-parents, à Saint-Nicolas-de-Véros, en Haute-Savoie. C'est là où je me suis dit, bon, il n'y a pas de moyen de locomotion, comme je disais tout à l'heure, simple pour se déplacer en milieu enneigé. Donc c'est là où j'ai envie de créer Moonbikes, en me disant, je vais créer quelque chose simple, facile à utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui est rigolo, c'est que vu que j'y connaissais absolument rien au motoneige, bêtement au début, je me suis dit, bon, je vais prendre le principe d'une motoneige avec
Il y a un châssis, il y a un moteur, il y a une courroie qui vient entraîner une roue dentée qui s'appelle un barbotin, Facile. qui entraîne une chenille. Donc j'ai fait Un ça. peu comme la Renault 5, là, t'as vu, qui est un peu modèle, tu sais, comme quand on était petit. Ouais, on était Matchbox. petits. Un Ouais, Matchbox. facile, quoi. Et du coup, voilà, je me suis dit, en fait, c'est un peu ce qui se fait dans la plupart dans l'électrique. Souvent, on reprend un truc thermique et on l'électrifie. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour commencer. Et la grosse frustration, c'est que c'est impossible de grimper des pentes, impossible d'aller en poudreuse. Autonomie de 20 minutes. Je me vois encore devant mes parents ou devant ma femme qui me regardaient avec un air un peu genre. Ah, il est mignon, mais enfin, genre, un peu le délire d'enfant. Get quoi. a job. Ouais, c'est ça. Et bon, quand je dis à mon père, j'ai quitté Dassault, il me dit, mais de quoi tu parles? Enfin, genre, et vraiment, j'ai pas à la base, c'était plutôt l'inventeur plutôt qu'un entrepreneur. J'avais pas du tout, je suis pas dans un milieu d'entrepreneur. Donc, c'était vraiment l'envie de créer un objet pour répondre à un besoin, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un besoin, un problème de mobilité en milieu enneigé. Et donc, ouais, donc là, je me vois encore, ça faisait peut-être 2 ans que j'avais quitté Dassault. Je faisais mes protos dans ma cuisine. À l'époque, j'étais à Paris. Je prenais, et après, avec ma femme, on prenait la voiture des beaux-parents. On allait tester dans la montagne pendant l'hiver et pendant les week-ends. Et donc, il y avait c'était vraiment de l'acharnement, essayer de trouver une solution. Et un jour, j'ai eu l'idée de débrider la marche arrière. Je pense que c'était au printemps, donc vraiment, j'étais à ça d'abandonner. Ça marchait vraiment pas. Et un jour, j'ai débridé la marche arrière en me disant bon, ça a l'air le système des motoneiges. Les motoneiges ont un très mauvais rendement, mais en fait, vu que c'est des motoneiges thermiques, ils mettent des énormes moteurs surdimensionnés, ça finit par marcher. Mais si on veut faire dans la dentelle et faire quelque chose d'ultra léger électrique, il faut rebosser le rendement. On ne peut pas se permettre d'avoir un rendement aussi mauvais que les motoneiges actuels. Et donc, j'ai eu l'idée de débrider la marche arrière juste pour voir. Je dis avant d'abandonner, on va regarder ce que ça donne en marche arrière. Et là, ça marchait du feu de Dieu. Donc, j'étais comme un fou à dire Eureka dans la station en marche arrière en disant ok, au pire, je mets un rétroviseur et je les vends. Et c'est là où je me suis dit, ok, il faut pas repartir du thermique et l'électrifier. Il faut repenser le système. Et donc c'est là, en voyant après un moteur roue dans un scooter, j'étais à Paris, je me suis dit, ok, en fait, je vais prendre un moteur roue et mettre directement le moteur dans la chenille. Donc vous pourrez regarder sur le modèle, le moteur est directement, contrairement au motoneige, là le moteur est directement à l'arrière de la chenille. Donc il n'y a aucune pièce mécanique en fait. Il n'y a pas de courroie ou il n'y a pas 40 000 pièces comme dans une motoneige. Et donc, on a un rendement qui est 2-3 fois supérieur au motoneige. Il n'y a pas d'entraînement par une chaîne, par une courroie Voilà, c'est ça. qui perd de la puissance. C'est ça. Et donc, on a un rendement de dingue. Donc, ça donne une sensation de puissance de dingue, et on est ultra léger, ultra minimaliste. Et ça permet d'avoir un produit qui est, qui est honnête, authentique. En termes de SAV, c'est hyper simple. On met les mains dedans. Moi, j'avais une Vespa quand j'étais plus jeune et je m'en souviens, j'étais à 4 pattes à essayer de changer. Enfin, j'étais un peu traumatisé par. Il y avait le design était magnifique, mais par contre, l'accessibilité était compliquée. Et traumatisé par ça, je me suis dit, je vais faire un truc vraiment authentique où on peut mettre les mains dedans, en 2 secondes, changer une pièce. Et l'intérêt de ce moteur qui est breveté, ça permet d'avoir un truc ultra minimaliste et de remplir le cahier des charges que je m'étais fixé. On entend ce parcours du combattant. Tout à l'heure, vous disiez, tu peux raconter ton SAV. En fait, alors Stéphanie et moi, on vient plutôt du software. Sous certains égards, on a quand même un peu de la chance parce que nous, quand ça marche pas, t'appelles un ingé et tu lui dis ça marche pas, qu'est-ce que tu fous? et puis après ça marche. J'exagère, mais c'est pas loin d'être ça. Vous, quand ça marche pas, en fait, t'as des retours. Quand on parlait tout à l'heure de certaines marques de vélos qui ont dû fermer complètement. Enfin, donc ma question là, c'est en combien de temps il faut? Je crois qu'il y a des théories, mais avant d'avoir un produit fini. Genre, est-ce que c'est 3 ans, 8 ans, etc. Entre l'idée et le premier produit qu'on vend. Et 2, est-ce que le passage qu'on vend et qui est bon quand même. Ouais. Il y a une nuance quand même. Et Le premier produit et le premier produit qui marche bien. Et après, est-ce qu'on est obligé de passer justement par des salves de SAV et est-ce que nous, si on écoute des gens comme ça qui lancent un produit, il ne faut surtout pas acheter la V1? J'ai à peu près ma réponse, j'ai l'impression, dans ta petite remarque. Non, mais en fait, pour répondre, je crois que les produits ne sont jamais finis, quoi. On apprend sans arrêt, on développe sans arrêt, on a des retours. Il n'y a rien de parfait. Je ne pense pas que ce soit l'idéal d'avoir la prétention de sortir au jour J un outil parfait. C'est-à-dire, il n'est jamais parfait. Toutes les écuries de Formule 1, elles cassent leur moteur. Même les meilleures équipes, même les plus grandes équipes, n'arrivent pas à sortir
au début de la saison, la voiture qui gagne Verstappen. Je ne suis pas certain que si je pose la même question au chef de produit Renault 5, il me répondent ça aujourd'hui. Moi, je ne suis pas certain qu'ils aient tous la certitude que l'objet 1 sera parfait. Ça dépend du nombre, du volume de série, je pense. Si tu comptes en vendre alors à la limite, 100 000, plus le volume est important, plus il est difficile d'avoir le modèle parfait. Nous, on a des petites séries, donc c'est très vite de réactiver une recherche sur quelque chose qui... Il n'y a pas eu de production de millions de pièces. Il n'y a pas un retour client comme les airbags d'une certaine marque. Tu en as produit combien, toi, aujourd'hui, de vélos? Comment? Tu en as produit combien? On en est à 200, donc c'est pas grand-chose. Les 30 premiers, on les a cassés. Une fois qu'on a compris qu'il y a des supports en carbone qui n'étaient pas faits comme il fallait, parce que moi, très naïvement, j'avais une idée d'une pièce avec un pli pour que, sur le poids du pilote, ce pli-là serve comme dans un IPN. Il y a une forme d'acier qui permet à la structure de se porter et de porter l'effort. Donc moi, j'ai fait confiance à quelqu'un qui fabrique des pièces de carbone pour la Formule 1. Et ils m'ont dit non, t'inquiète, ça résistera. Et puis ça n'a pas résisté. Mais j'ai été obligé de faire finalement confiance à celui qui avait le prétendu savoir. Je crois que l'expérience, elle est tout de suite revenue en disant non, on va faire autrement. Donc, pour ma part, j'ai pas le souci de trouver et de sortir l'objet parfait. Ça tombe en panne, mais en minimisant le nombre de choses. Tu parlais de software tout à l'heure. À l'inverse de grandes marques de vélos qui ont choisi de développer des softwares particuliers avec des applications particulières, alors que la plupart de nos riders ont tous un iPhone ou une autre marque en Android. Ils ont leurs habitudes, ils ont leurs applis. On ne va pas leur imposer une nouvelle appli. D'ailleurs, à moins de me tromper, beaucoup de grandes marques automobiles ont utilisé les applis qui étaient fabriquées, fournies par les grands constructeurs, que ce soit Google ou que ce soit Apple. Donc, je crois qu'il y a déjà plein de choses de fabriquer. Je crois que d'avoir la prétention de tout réinventer, la roue, le rayon, la forme de moteur, le frein, il y a des fabricants de freins on ne demande pas à un fabricant de réinventer une suspension Öhlins, pour ceux qui connaissent les suspensions d'autocross, ou des freins, que ce soit Brembo, Magura ou Shimano. Ils le font bien mieux que nous depuis bien longtemps. Donc on utilise ça ne peut pas tomber en panne. C'est l'assemblage général qui peut poser un souci. Et ça, il y a un retour client. Alors il faut accepter l'idée que les premiers numéros... Moi, je pense qu'il nous sauve, excuse-moi, c'est le point commun à nous 5, je pense, vous me direz si je me trompe, mais c'est que on a commencé par vendre vraiment à des early adopters. On a vraiment respecté la courbe d'adoption produit, la théorie, on va dire, et du coup, nos clients, ils sont trop contents d'être les premiers à avoir ce petit bébé dans les mains. Ça fait partie du jeu. Ils sont les seuls à l'avoir. S'il y a une pièce, du moment qu'on est réactif, qu'on décroche le téléphone, qu'on leur envoie la pièce, qu'on leur dise désolé, c'est parce que pour telle raison, et qu'on envoie la pièce rapidement, il n'y a aucun problème. Si on doit juste faire un par un, juste pour avoir une moyenne, mais entre le jour où vous avez décidé que vous alliez faire ça de votre vie et le jour où vous avez livré votre premier produit vendu, il s'est passé combien de temps? 5 mois. 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans aussi. Alors nous, on était sur le premier produit qui était justement sur un early adopter, c'était 2 ans, mais maintenant sur un produit série fiable, tout bien packagé, tout bien fiable en fait, avec un super taux de SAV, etc. Et une satisfaction monstrueuse, c'était 5 ans à peu près. 5 ans, ok. Alors pour mon cas, c'était un petit peu particulier parce que du coup, on a développé, à la base, on avait développé les premiers surfs motorisés en tout électrique, sauf que ça, c'est arrivé en fin 2018 et on devait faire nos premières livraisons en mars 2020. Et du coup, ça s'est pas produit. Et du coup, c'était assez compliqué parce que surf motorisé. Donc là, on est vraiment très proche de ce que tu as fait. Un petit peu différent parce que du coup, le foil a cette performance d'être surélevé et d'être justement d'avoir moins de frottement sur l'eau et d'avoir cette sensation justement de foiler et d'être une surélévation. Alors que nous, on est vraiment sur un surf comme si vous regardiez le Sea Rider maintenant, que vous enleviez toute la carène, que vous enleviez tout le châssis et que vous mettiez debout dessus avec un simple moteur et lancé à 64 km/h. Donc du coup, ça c'était notre premier produit. Et du coup, c'était un petit peu compliqué à cause du Covid. Donc je dirais entre le lancement et la livraison, ça a pris 3 ans. Mais ça nous a permis au final de faire d'énormes progrès et d'énormes avancements en termes de technologie sur nos moteurs, sur nos batteries, sur nos BMS. Mais après, c'est vrai que pour rebondir sur ce qui avait été dit tout à l'heure, c'est toujours un challenge d'essayer de convaincre nos ingénieurs ou de se convaincre soi-même de se dire que le produit est prêt à aller au marché. Parce qu'en fait, si on regarde n'importe quel produit, que ce soit un produit, même la R5, si on questionne réellement hors caméra n'importe quel ingénieur, il saura et connaîtra les lacunes de son produit et il va certainement travailler pour les améliorer sur sa V2. Et c'est pareil pour nous, à tout niveau. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment... Bon là, ça va, il y a eu pas mal de versions avant, avant celle-ci. Donc. 3 ans, c'est ce que j'avais en tête, moi, en tout cas les personnes que j'ai reçues sur mes podcasts qui me racontent un peu le hardware. La question que je me pose, c'est que l'essentiel, voire la quasi-totalité de ce qui est produit ici est fait en France ou en Europe. Est-ce que ça prend plus de temps
En France Oui, c'est ou en affreux. Chine? Oui, c'est affreux. Ah non. C'est bien, il n'y a pas de vérité. Non, c'est plus de temps, bien sûr. Plus de temps. C'est plus cher aussi? C'est forcément plus cher, et notamment pour des pièces ou des parties de pièces qui ne sont plus fabricables en France. Au tout début, lorsque j'ai cherché à trouver un fabricant de cadres de vélos, moi j'ai pensé qu'en Europe, et notamment en Italie, on avait forcément les meilleurs fabricants de vélos. Lorsqu'on a expliqué qu'on allait leur envoyer des fichiers numériques pour utiliser des machines en CNC, ils m'ont dit non, ça on ne sait pas faire. Alors pour l'aluminium, je n'ai pas trouvé. Ensuite, on a parlé de titane, donc de cadres, puisqu'on fabrique aussi des cadres en titane. Pour fabriquer des cadres en titane, là aussi, je me suis dit, on a Dassault, les soudures aéronautiques, ils savent faire. Bon, en fait, il n'y a plus beaucoup de soudeurs. Vous savez que dans le monde, il y a des soudeurs qui sont des stars, qui font le tour de la planète, qui sont des spécialistes, un peu comme un tatoueur. Ils font le tour, on les fait venir pour fabriquer et souder des pièces. Et donc, moi, les meilleurs soudeurs en titane, ils sont à Taïwan. Les pièces, d'ailleurs, beaucoup de pièces en Formule 1 en titane sont fabriquées là-bas. Donc je me dis, mais mince, en fait, on a perdu tout ce savoir-faire. Même un soudeur titane, on ne trouve plus. C'est une soudure particulière, il n'y a plus. Donc en fait, on n'arrête pas de nous dire, il faut réindustrialiser, il faut retrouver le savoir-faire. Nous l'avions, il a disparu. Mais ça, c'est un sujet, parce que j'ai vu quelques marques, sans les citer, mais qui fanfaronnent en disant je fais tout made in France. Ah non, mais qui font venir énormément de pièces du monde entier. D'ailleurs, c'était le sujet quand on parlait de la bio d'Elon Musk et Tesla. En fait, le problème qu'il avait, c'est que sa voiture, elle faisait 3 fois le tour du monde. Elle était assemblée, il y avait des pièces qui venaient partout. Elle partait aux États-Unis, elle revenait en Angleterre, elle repartait. Et puis à la fin, en fait, il y avait, en termes d'écologie et de tout ce que tu veux, c'était made in somewhere, mais c'était pourri, en fait. D'ailleurs, il y a d'autres marques informatiques très connues qui inscrivent design in California, Oui. mais ce n'est pas fabriqué en Californie. Il y a une différence entre designer, assembler, et finalement, certaines pièces, je crois que même tous les constructeurs, qu'ils soient automobiles, aéronautiques ou autres, certaines pièces viennent de l'autre bout du monde. Serait-ce que les composants électroniques. Mais Les composants électroniques les puces. unitaires, on les fabrique pas en France, donc il n'y a pas de. Moi, je trouve que ça dépend un peu. Je suis pas forcément d'accord que ça soit systématiquement plus lent, parce que ça dépend de si c'est des pièces sur mesure ou des pièces achetées sur étagère. Nous, les pièces sur étagère, il y en a pas mal qui viennent pas de France, mais sont minoritaires dans la machine. Toutes les pièces sur mesure, qui sont majoritaires, elles viennent de France. Et je pense qu'on se serait craché 3 fois si on les avait fait faire en Chine ou ailleurs, parce qu'il y a eu tellement d'allers-retours avec nos fabricants, de pouvoir monter dans sa voiture, aller voir le fabricant et faire des itérations hyper rapides, ça a été vraiment formidable. Par exemple? Par exemple, le châssis, il est fait chez Centrafil, qui fait pour pas citer son nom, qui fait les chaises des Tuileries, donc rien à voir. Et sauf que il était hyper dispo et on allait se voir régulièrement. On a fait, je sais pas, il y a eu 3 ou 4 versions de châssis avant de commercialiser avec lui, et c'était incroyable. Alors que s'il a fallu prendre l'avion, commander un minimum de pièces, parce qu'en Chine souvent il faut commander un minimum de pièces, franchement on n'aurait pas réussi. Donc parce que c'était le contrôle qualité. Comment? Tu parles du contrôle qualité. Ouais, c'est ça, de Bien sûr. toutes les itérations qu'on a dû Puis faire. même savoir ce que tu veux en fait. C'est itératif, comme tout le monde le dit. C'est vraiment très itératif le développement. Nous, on a dû faire 25 prototypes. C'est monstrueux les étapes que l'on doit franchir pour arriver à un produit série officiel, fiable, etc. Et en fait, cette itération, c'est vrai qu'avec une proximité, c'est beaucoup plus facile et ça permet d'être plus réactif parce que au final, la Terre continue de tourner, donc il faut avancer, quoi. Dans tout ce qui est phase de prototypage, je pense qu'il faut qu'on agisse local pour être, comme disaient justement les autres builders, être réactif, avoir la main justement sur la qualité des produits et des composants fabriqués. Et c'est indispensable pour évoluer rapidement parce que justement les cycles avec des pays comme l'Asie, en fait, on a des délais de transport, on a des échanges qui sont compliqués, on a une compréhension qui est différente. Et justement, pour faire ce genre de développement et ce genre de prototypage qui nécessite vraiment un nombre important de prototypes avant d'arriver à un produit de série, c'est indispensable justement d'avoir cette réactivité, cette proximité. Moi, je suis carrément d'accord. Nous, ça nous a énormément aidé. En fait, on maîtrisait le produit, la vision. Moi, je maîtrisais à fond l'usage. Après, je n'étais pas constructeur de bateau, quoi. Donc, le composite, j'avais identifié les bons matériaux, mais on n'allait pas se prétendre expert en composite. Donc, on est allé voir des super industriels. Et le premier Reverso, on l'a construit avec eux. On a appris il y avait un cahier des charges, mais ils nous ont accompagnés dans la transformation réelle. Donc, je pense à Philippe, avec qui on a fabriqué le premier Reverso. On a passé 200 heures, on l'a fini, on a ouvert un carton à pizza après, et on a fêté ça un soir pour aller faire la certification le lendemain. On n'aurait pas pu faire autrement. Ou alors à faire un truc d'ingénieur où on se fait tout en 3D, on envoie des plans, puis on a un truc qui arrive qui fait
ah ouais, mais merde, on n'avait pas prévu ça. Donc quand on le construit en direct, quand on est avec les industriels et qui nous apportent le savoir-faire, on trouve des problèmes en chemin et on trouve des solutions en chemin. Et des fois, les gars, ils nous font faire des raccourcis énormes en disant mais non, mais tu fais comme ça. Ah ouais. Et c'est vraiment la balance où là, on bosse sur un nouveau modèle. Il y a un moment où on s'est pas mal pris la tête en ingénierie, comment on collera ça, comment on fera ça. Et puis quand on voit en réel comment on le met en place, en fait, en atelier et les mains dedans, direct, on trouve vraiment des solutions plus simples, plus techniques, beaucoup plus pragmatiques. Il y a un autre paramètre aussi, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, le cash flow, la trésorerie. Quand on produit en France, on paye soit à réception du produit, voire peut-être à 30 jours, à 45 jours. Et ça change tout, quoi. Ouais, cool. Si je dois commander un batch de 20 trucs à 4 000 €, à 5 000 €, à 6 000 €, c'est pas du tout le même débat. Quand En tu fait, commandes sur Alibaba, juste pour ceux qui ne sont pas sur il y a des Alibaba, minimum quantities. des Alors que quantités de minimum et tu ouais. payes en carte bleue avant la commande au moins 50% et le solde avant l'expédition. Donc avant même 6 semaines d'expédition. Le minimum est hyper importante. Là, ton BFR. Et ça passe évidemment par convaincre l'industriel de ta vision. C'est comme si tu allais voir un investisseur, un banquier, donc dire regarde, on va faire ça, on va le faire comme ça, on est sérieux, on a pensé à ça. Et donc là, on a un vrai partenaire et qui grandit avec nous. Au début, on en fait un, puis deux, puis trois. Enfin, évidemment qu'il sait bien qu'on n'a pas un fonds d'investissement au départ ultra solide qui permet d'en acheter 10 000. Et donc, enfin, nous, on n'aurait pas pu en produire. Et derrière, heureusement qu'on n'a pas un fonds d'investissement qui met des millions d'euros dès le départ, parce qu'on aurait vite fait de les cramer et pas savoir qu'en faire. Du coup, non, enfin, je pense qu'il y a vraiment toute une courbe d'apprentissage. Non, mais il y a vraiment une courbe d'apprentissage. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que si quelqu'un vient vous voir avec une idée et dit je voudrais 10 millions pour la créer, il y a des questions à se poser. Si quelqu'un vient avec toutes les étapes de franchie, à savoir il a identifié sa cible commerciale, il a validé son produit, il a validé la fiabilité, pardon. Il a en quelque sorte éprouvé son modèle économique et qui vous dit voilà, j'ai besoin d'accélérer et du coup maintenant aujourd'hui j'ai besoin de 10 millions parce que je veux atteindre le marché international, parce que je veux faire ci. C'est pas la même en fait. C'est-à-dire qu'il y a plus de cohérence en fait. Il y a des éléments, je crois, qui nous rassemblent encore. C'est un peu l'inconscience et la naïveté de la capacité de mettre en œuvre nos idées ou nos passions. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question est-ce que c'est faisable. C'est quasiment dans nos tripes, quoi. C'est un truc comme apprendre à marcher. C'est OK, on y va et on verra bien. Et à aucun moment on se dit ça ne peut pas marcher. On essaye, on avance, et puis au fur et à mesure on trouve. Alors quand on parle effectivement d'argent, il y a la levée de fonds. Alors même je sais si tu es un peu contre cette idée-là, mais je crois qu'en fait moins on a d'argent, plus ça nous oblige à être créateurs, plus ça nous oblige à rechercher en nous-mêmes quelles sont les autres options possibles. Parce que si on se guide sur un livre qui écrit comment fabriquer un vélo, ok, on se tient à ça. Puis en fait, il y a ceux qui sont un peu différents. Tu parlais de la biographie d'Elon Musk, je l'ai lu, et à un moment donné, il pose la question sur les charnières de porte de sa navette. Et les gars lui disent non, mais la NASA nous demande telle et telle chose. Alors effectivement, la charnière, elle a été validée, certifiée sur 10 critères. Il est allé faire acheter une charnière chez Leroy Merlin, enfin je ne sais pas Leroy Merlin, mais et ils l'ont utilisée, et ça marchait parfaitement. Et si tu lis bien son truc, lui a fait partir des navettes. Elles se sont crachées en faisant du test et du retour, en remettant en question systématiquement les idées de la NASA, qui a imposé un coût, un prix de revient de ces navettes, un truc de dingue. Et en fait, il faut accepter l'idée que les naïfs ou les simplés comme nous ne sont poussés que par une énergie débordante, une envie permanente de se remettre en question. Et tu disais une chose très juste, je suis là, c'est un peu plus âgé que toi, mais j'ai des enfants qui sont plus âgés que les tiens, et on se disait, ce qui serait... Ah bon, pardon, c'est pas toi. Alors, on se disait, ce qui serait bien, c'est que nos enfants un jour disent, tu sais, c'est mon père qui a été à l'idée de ce truc un peu stupide. Et c'est un peu ça qui nous pousse aussi, c'est qu'en fait, on se dit pas, est-ce qu'on le fait en étant sûr que ça marchera? On s'en fout, en fait. Mais clairement, si on pensait, si on essayait de se le dire, on le ferait pas. On s'en fout. Alors, les chances que ça marche sont tellement faibles que... Je crois pas en vous. Je vous apporterai pas d'argent. Garde ton argent. J'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin de ma liberté, de ma folie. Et peut-être avec ça, j'arriverai à quelque chose. Et si j'arrive pas, je t'ai pas planté. Je te dois rien. Et ça, c'est un élément qu'il faut donner aux jeunes générations, disant ne croyez pas que tout se fait en un jour. Ne croyez pas que vous allez vous lever le matin et être le Zinedine Zidane en 30 secondes. Et ce que je trouve beau, c'est que quand tu le transformes, Flavien, tu me racontais que tu avais un carnet de commandes de 500 par an pendant 2 ans, 3 ans.
Enfin, vous êtes full là. Et donc, tu rencontres des gens qui sont aussi cons que toi et qui voulaient ce truc, mais qui ne le savaient pas, en fait. Non, mais c'est assez drôle quand même. Encore pire que moi, du coup. Non, c'est vrai que il faut y croire, mais c'est vrai que quand on arrive à un stade de conversion où on crée un nouveau véhicule, où on arrive sur un marché qu'on ne connaît pas du tout, parce qu'on espère que le marché va répondre positivement à ce qu'on a créé, qu'on espère que le marché et que l'utilisateur va réussir à ressentir ce que initialement j'avais imaginé, ce que j'ai pu ressentir et ce que toutes les personnes qui ont essayé le produit ont pu ressentir aussi. Mais il y a toujours un facteur risque qui reste énorme, parce qu'en plus on est sur un nouveau véhicule. Donc il y a le timing, il y a le facteur risque, il y a le côté innovation par rapport à l'électrification d'un véhicule nautique, qui est un énorme challenge, comme on le voit sur les e-foils, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait face à des utilisateurs qui sont des utilisateurs comme nous tous. Je ne pense pas que vous avez une connaissance particulière en électrique et en batterie, en lithium, en connecteur étanche, en BMS, etc. Et pourtant, mon objectif, c'est de tous vous convaincre à acheter un C-Rider et que vous mettiez mes batteries dans un produit pour aller dans l'eau salée avec et que vous mettiez éventuellement vos enfants dessus. Donc ton Voilà, rêve, ça c'est mon métier. ton rêve, Donc c'est aussi c'est un vrai challenge. Ton rêve, c'est aussi de vendre beaucoup de comme la R5, de devenir iconique. Déjà, mon rêve, c'est de pouvoir Ouais, parce que avoir vous parlez beaucoup de petites dimensions, vous avez des valeurs incroyables, quoi. Moi, je me sens transportée et dans une bulle et je vis un moment incroyable. Mais est-ce qu'au final, ton rêve, c'est de devenir iconique Alors aujourd'hui, et que des millions de personnes utilisent ton véhicule? ce que je rêve vraiment, c'est que ce produit puisse rester dans le temps et Ouais. qu'on crée des communautés d'utilisateurs, que des gens créent une passion autour des sensations que le produit peut partager et peut faire ressentir, permettant d'avoir un produit qui s'intègre vraiment dans un marché. Je veux dire, plus on en vendra, plus ça sera facile de créer des communautés, évidemment. Mais du coup, c'est vraiment l'objectif, la finalité, c'est que ce produit s'intègre comme un véhicule dans cet univers où on est tous créateurs de véhicules d'une manière ou d'une autre. D'expérience. C'est Exactement. peut-être pour ça que Renault d'ailleurs a fait appel à nous a demandé d'être à ses côtés. C'est la question que je me posais. Qu'est-ce Qu'en que tu fais là, réalité, en fait ils ne nous demandent pas d'avoir un succès permanent, ils nous demandent juste de bouger les lignes, ils nous demandent juste d'être pop, quoi, d'être un peu dingo. Exactement. Parce que eux ont leurs ingénieurs, ils ont toutes leurs opérations marketing, tout est cadré, extrêmement bien hiérarchisé. C'est tout ce qui finalement nous différencie. Notre côté libre met en place des valeurs, une expérience auprès d'une communauté qui est celle des acquéreurs de Renault. J'ai tendance à penser même que l'opération Renault 5 électrique dans laquelle nous sommes intégrés, elle fait pas forcément que du bien pour la Renault 5 électrique, elle fait du bien pour la marque Renault. C'est-à-dire que soudainement, Renault, ça devient une marque vachement branchée. Oui, mais quoi. cette On a folie des codes à laquelle vous êtes associé, enfin, tu vois, je pense qu'on la retrouve dans la voiture dont je parlais derrière, on la retrouve même dans la Renault 5. Il faut aller voir derrière. C'est pas que l'électrique, c'est aussi Renault qui Ouais. rebondit sur un côté super pop, quoi. Et par rapport à cette folie et au message pour les plus jeunes, comme on disait tout à l'heure, je suis entièrement d'accord avec les autres builders. Moi, le message que j'entendais en permanence, c'est que c'est impossible. Si c'était possible, les autres constructeurs de motoneige l'auraient fait. Et ça, j'ai entendu pendant, je dirais, 5 ans. Et on me disait, c'est impossible. Et du coup, faut pas écouter. Enfin, c'est un peu un message à la con, mais il faut pas écouter ces voix. Il faut garder cette folie. Et voilà, c'est vu qu'on c'est un peu la phrase à la con de dire qu'on ne sait pas que c'est impossible, donc on l'a réalisé, mais il y a une partie très, très vraie là-dedans, je trouve. Donc, faut. Est-ce que Luca Di Meo s'est posé la question quand il est arrivé chez Renault et qu'il a vu cette. On entend souvent l'histoire. Il avait une voiture cachée quelque part. Il l'a vue, il a dit je veux ça. Dans 2 ans, ça doit être fait. Est-ce qu'on lui a dit c'est pas possible? Non, il avait cette vision-là, ce qui a donné lieu à la Renault 5 électrique. Mais il y a cette histoire qui court, où cette voiture avait été dessinée, imaginée, et personne ne voulait la mettre en œuvre. Il est arrivé, il s'est pas posé la question, il avait ça dans les tripes. C'est un peu ça qui nous pousse, nous. Intéressant. On va prendre des questions, Ouais. Si vous en avez. Et puis vous aurez aussi l'occasion peut-être de parler avec... vous restez un peu après. Oui, parce qu'il y a même un cocktail dînatoire. Exactement. De toute façon, on est éliminé de l'euro, puis c'était hier. Donc, Ah ouais, dégoûté. Dégoûté. Vous avez des questions? Est-ce que vous roulez en voiture électrique? Pour ma part, oui. Oui. 3. Et où? Il se trouve en plus dans Fiat 500 électrique. Oui, Et aussi. la première œuvre de M. Di Meo. Et moi aussi. Et ce qui est. 4. Ouais, c'est pas une Renault, donc il n'y a pas de. Mais ce qui est ouf aussi en termes d'expérience, de piloter avec un seul pied, de plus freiner. Enfin,
moi, c'est ce que j'ai préféré. Enfin, je l'ai fait je suis venu par conviction et j'ai adoré le pilotage, l'énergie tout de suite. On ne peut pas rouler à fond sur nos routes, mais par contre, on peut accélérer jusqu'à la limite, ce qui est assez cool. Et j'habitais sur une route de montagne et le côté on freine pas, la régénération. Enfin, l'expérience est vraiment différente, quoi. Tu préfères avec un pied ou avec le joystick de l'Airbus? On n'a pas d'avion électrique encore, mais Non, mais en voiture, tu sais. Peut-être que bientôt, on aura... ah ouais, bah là c'est vraiment ouais, ce serait un gros T'étais Airbus changement. ou Boeing, toi, quand Airbus, tu pilotais? commande de vol électrique, tu vois, joystick. Ouais. D'autres questions? Oui, alors déjà, bravo, parce que franchement, c'est incroyable tout ce que vous avez créé là. Ça nous met une claque magnifique, donc superbe. Oui, j'ai une question, parce que je fais un peu tous les sports de glisse, mais globalement sur la moto, franchement, ça m'intéresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux vraiment faire ça? C'est-à-dire que tu t'inclines et tu touches le sol? Tu mets le genou? L'idée, c'est vraiment, exactement, c'est d'aller vraiment chercher les sensations de moto. Donc, si ça tourne pas et que ça prend pas d'angle, c'est pas bon. Et du coup, on arrive à prendre quasiment 50 degrés d'inclinaison. Donc, ça veut dire qu'avec un coup de sortie penchant, l'avantage d'avoir une spatule avant qui est modulaire et d'avoir un guidon, c'est qu'on va venir en fait engager le virage grâce au guidon. On va pencher et en fait, on va déclencher un transfert de poids. Et grâce à l'accélération et à la bimotorisation en biturbine, on va pouvoir prendre de l'angle pour aller quasiment toucher l'eau avec son coude. Et l'idée, c'est vraiment de créer un produit qui potentiellement peut devenir un sport. Mon rêve, ça serait que on puisse voir des courses de MotoGP sur l'eau, à Venise peut-être, avec un look de Vespa. Qui sait. Il n'y a plus qu'à, c'est un truc de dingue. Et en fait, globalement, là, on voit tous ces produits. Moi, je me dis, mais vous n'avez pas des images, des vidéos? Parce que franchement, pour chacune, là, Il y a un super film là, qui dingue. tournait tout à l'heure. Film. Vous allez sur le site justement de la Ok. R5, il y a 5 mouvements et vous avez toutes les vidéos. Vous l'avez. Mais je crois qu'à la fin, ils vont remettre le générique Il y a un avec film qui toutes tournait les tout à vidéos des produits qui tournent. Ouais. Bon, c'était les questions bêtes, j'avais pas vu, j'avais pas regardé avant. Merci beaucoup. Plaisir. Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai deux questions. C'est au niveau de est-ce que vous avez été accompagné par une structure d'innovation? Et ensuite, est-ce que vous pouvez détailler un peu le financement de l'innovation? L'argent perso. Argent perso. Non, nous on a été accompagnés, on est parti avec 5 000 euros et voilà où on en est aujourd'hui. Donc on a été aidé notamment par BPI, la Chambre de commerce et de l'industrie, la région et également donc sur Gardanne il y avait une mine, et donc il y a l'État qui aide à la redynamisation de ces lieux économiquement parlant. Donc on a fait un peu le parcours, je pense classique, c'est-à-dire qu'on a fait des prêts d'honneur avant la création d'entreprise avec notre projet. Ensuite, on est passé sur de la bourse French Tech, un financement pour le brevet. On a fait également derrière du RSI, donc Région Sud Investissement, et toujours accolé à des fonds propres. Donc, on a fait des petites levées de fonds à côté pour faire des effets de levier avec ces systèmes-là. Et en tout cas, pour notre expérience, je pense que sans ces accompagnements-là, on ne serait pas là aujourd'hui, clairement, quoi. Et tu parlais de 50 millions à peu près de levée. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, on fait une petite collecte à la fin. Il y a un chapeau aussi. Moi, j'ai revendu mon ancien bateau que j'avais en propriété avec ma femme. Donc, du coup, on l'a revendu 13 000 euros. J'ai mis 6 000 euros dans la boîte. J'ai lancé avec ça pour faire les premiers protos. Et il y a quand même une étape hyper importante, c'est qu'il y avait des concours de start-up. Et les concours, il y a une date limite. Il faut que tu renvoies le dossier. Tu l'envoies à 23h58. Et là, ah non, je clique, je renvoie. Et ça force quand même, c'est quand même un effet hyper bénéfique, c'est que ça force quand même un moment à poser le truc, à renvoyer un dossier, à poser l'idée. Faites un plan, machin. Et à la structurer, ouais. À structurer, c'est un exercice horrible quand on l'a pas fait au début, mais nécessaire. Et c'est un plan. Enfin, le plan, il changera, mais du coup, c'est quand même indispensable de le faire. Donc, il y a quand même ça force quand même à se jeter à l'eau à un moment donné, de dire voilà, je me présente. Et donc, on a gagné ce concours qui s'appelle Coup de pouce, 30 000 euros par la région Occitanie. Ensuite, on a eu un accompagnement bancaire pour financer les moules. Et après 2 ans, on a vendu une 50aine de bateaux. On a pu gagner le bateau de l'année aux États-Unis. Là, j'ai contacté plein d'investisseurs, mais ils ne me connaissaient pas, ils ne connaissaient pas le produit, c'était compliqué. Et donc, j'ai contacté il y avait des steps un peu longs à mettre en place pour ça. Et puis, j'ai contacté des clients Reverso qui ont investi à 4, un demi-million d'euros.
et en 2018. Et donc maintenant, la structuration, elle est surtout en autofinancement, gestion rigoureuse de la trésorerie. Très rigoureuse. De toute façon, y a pas le De choix. près, quoi, quotidienne, quoi. Enfin, Il n'y a pas le choix. Et pour ma part, c'était un mix. On va dire que j'ai quitté Dassault. Ils ont accepté de faire une rupture conventionnelle parce qu'ils pour soutenir le projet. Donc, mon premier financeur, ça a été France Travail, enfin Pôle Emploi à l'époque. Je tiens à dire que c'est le chômage de création d'entreprise est un outil formidable pour les jeunes entrepreneurs. Après, j'avais mis 20 000 euros que j'avais de mes économies que j'avais chez Dassault. Prêt d'honneur. Il y a des formidables prêts d'honneur en France, donc ça, il ne faut pas hésiter. Puis il y a BPI, pour French Tech et autres financements. Il y a eu la région Rhône-Alpes qui nous a soutenus. Donc ça, c'était toutes les premières années. Et après, quand on est arrivé au bout de toutes ces solutions, on a fait 2 levées de fonds successives en 2020 et 2021 pour financer la suite. Et on va ajouter Renault quand même. Alors, ce n'est pas un financement, mais c'est une offre de visibilité qui est une forme, qui vous a tous aidé. Enfin, vous l'avez tous dit, hein, là, ce n'est pas de la flagornerie gratuite. Hein, c'est vraiment, ça vous a aidé à être visible, à vendre, à être associé à une grosse marque comme ça. Moi, je trouve ça très intelligent aussi. Parce que souvent, entre les grands groupes et les startups, on se regarde, on ne sait pas trop quoi faire. Moi, je l'ai vécu plein de fois. D'ailleurs, dans tous ceux qui sont familiers avec Y Combinator ou ces grands incubateurs de startups aux États-Unis, ils disent surtout ne travaille pas avec les grands groupes, ils vont te faire perdre du temps. Et là, on parle de vrais collabs. Là. Ouais, vraiment, mais c'est un truc de ouf. C'est vraiment une main tendue, une découverte d'abord de leur système aussi, et une mise à disposition de forces extraordinaires. Une communication mondiale. Tous les comptes Instagram, soudainement, nous ont répercuté les images que vous verrez tout à l'heure. Je veux dire, c'est une force que nous n'aurions jamais pu avoir. Donc c'est vraiment très, très, très important. Mais je pense que ça arrive très tôt. Je pense que là, Y Combinator a raison là-dessus. Si ça arrive au moment où on est encore au stade proto, je pense que c'est pas une bonne idée. De se faire accompagner par un industriel dès les premières minutes, je pense que c'est pas. Enfin, en tout cas, il n'y a aucun de nous qui T'as une mauvaise cicatrice, toi. Comment ? T'as une mauvaise cicatrice là-dessus. Non, même pas, parce qu'on n'a pas eu d'accompagnement industriel, mais je pense que c'est justement le fait qu'on ait tous été un peu dans notre garage, ça. Et pas accompagné par un grand groupe qui nous aurait mis dans des cases et qui nous aurait donné des process. Mais ce qui donne cette liberté aussi, c'est la structuration en France. Enfin, pour le coup, pour l'innovation, pour le démarrage de l'activité, il y a énormément de dispositifs, il y a énormément de moyens qui sont mis à disposition. Et donc, créer aujourd'hui en France une entreprise et démarrer avec une idée, c'est possible. Il y a des guichets, il faut aller s'y adresser, il faut présenter, alors il faut tout structurer. Mais ça existe et on est dans un écosystème formidable pour cette partie-là. Il n'y a pas que le mythe du garage aux États-Unis qui réussit, qui permet de lancer quelque chose. Ça se fait aussi en France et c'est peut-être aussi pour ça que Renault a voulu nous accompagner. Ils ont vu à quel point nous étions partis de petits sujets et de petites idées et nous sommes finalement à l'origine de petites idées à travers nos garages. Et je pense qu'au début, oui, c'est pas forcément une bonne idée, mais une fois qu'on a un produit industrialisé, avoir un grand groupe comme Renault qui nous tend la main, c'est formidable. Mais il ne faut pas pour moi que ça arrive trop tôt dans le process. D'autres questions ? Oui. Bravo, vous avez des super parcours. Aujourd'hui, vous vous considérez comme des industriels ou est-ce que, vous avez tous créé votre bébé en gros, est-ce que le fait d'imaginer faire de la sous-traitance, c'est une piste ou de ce que je comprends, vous maîtrisez quand même tous votre process de fabrication et vous avez vraiment envie de le garder ? Pas de sous-traitance. Nous, on essaie au maximum d'avoir une verticalité et de maintenir justement tout le process de production en interne pour avoir la main sur la croissance et éviter justement une croissance trop forte, trop rapide qui permettrait de perdre un petit peu le contrôle justement sur le produit et sur le marché en général. Donc on essaie vraiment de maintenir la cadence et d'y aller étape par étape, jour après jour, afin de pouvoir atteindre des objectifs qui soient vraiment réels par rapport à la taille du marché et qui soient en corrélation par rapport à nos capacités justement de contenir ce marché et de le servir de la bonne manière. Après, dans le qualificatif, je pense que c'est plus startup hardware actuellement, le terme qui est utilisé. Et je pense qu'il y a des questions de coûts, des questions financières dans cette question-là. Quand on crée la société, on part avec quasiment rien et tous les euros comptent. Partir sur de la sous-traitance, c'est pas toujours évident parce qu'il faut que la personne en face soit motivée. J'ai fait énormément de conseils, donc j'ai aussi travaillé pour d'autres sociétés en tant que consultant. Et en fait, c'est pas toujours évident d'avoir des personnes qui sont motivées par le projet que vous avez, parce que là, c'est vraiment nos tripes, on déballe tout et on y va à fond. On se pose pas de la question de savoir si ça va marcher ou pas. C'est vraiment
je fonce et des fois on vous regarde avec des yeux monstrueux. C'est vrai que tu parlais de ton premier essai où ça marchait pas, mais nous on était à 2 à l'heure sur l'eau comme ça volait même pas. On nous regardait, mais qu'est-ce que vous faites là? Et bah ouais, mais vous inquiétez pas, dans 5 ans on en vend. Voilà, donc en fait cette vision-là, elle est des fois pas forcément en adéquation avec ce que peut proposer une start-up, enfin une boîte de conseil classique, une grosse. Alors après, je sais que, et c'est quelque chose qui est intéressant, alors ça commence à se développer dans le sud, je ne sais pas si dans la région parisienne c'est également le cas, mais il commence à y avoir des sociétés de conseil qui sont spécialisées dans le hardware et qui permettent justement aux start-upers de s'affranchir de l'aspect technique, entre guillemets, et se focaliser sur les questions argent, financière, structuration, vision, aller chercher des clients, parce que ouais, quand on crée une start-up, c'est tout. Vous avez à gérer la compta, vous avez à gérer tout, hein, vraiment. Il fait aussi notre force. Ah ouais, on maîtrise tous les sujets. Ouais. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure. La sous-traitance, elle était indispensable, mais je la considère plus comme un partenariat. Donc notre sous-traitant, on a un bureau chez lui, on y va 2-3 fois, on peut y aller tous les jours. On n'est pas le client, on ne doit pas prendre rendez-vous, on connaît l'équipe qui construit chez lui. Donc il nous a aidé à grandir et à acquérir les bases d'un métier, donc le composite qu'on ne connaissait pas. Donc c'était indispensable. Donc moi aussi j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un mix de pièces sous-traitées, mais si on veut parler donc oui, on se considère comme industriel parce que pour moi c'est important d'être focus sur le produit, et donc si on sous-traite 100%, on donne les clés de la maison à un industriel, on perd l'aspect produit. Par contre, voilà, un accompagnement, je pense que ça peut, quand ça arrive pas trop tôt dans le process, comme je disais tout à l'heure, une fois que le produit est mature, un accompagnement industriel peut avoir du bon. On prend une dernière question, puis on va boire des coups. Merci beaucoup. J'ai une petite question deux petites questions sur le moonbike et sur le bateau. Le moonbike, j'ai pas très bien compris pourquoi on peut pas l'acheter en tant que particulier en France. Et la question sur le bateau, qui est magnifique, c'est comment on assure la rigidité, l'étanchéité, j'imagine que c'est, mais la rigidité surtout, si tout est démontable. Merci. Donc, concernant la réglementation française, en fait, c'est qu'il y a une loi de 1991 sur la réglementation motoneige, parce qu'avant 1991, il y avait des motoneiges un peu partout dans nos montagnes, et donc il y a eu une grosse levée de boucliers d'associations écologiques, sans doute à juste titre, pour protéger la montagne. Et donc les lois motoneige sont très strictes. Et malheureusement, la définition, enfin malheureusement ou heureusement pour nos montagnes, on va dire que la définition du motoneige, c'est un engin, un moteur avec une chenille. Donc on tombe sous la définition du motoneige. Donc dès le début, en fait, j'ai exclu le B2C français de nos cibles, à part sur terrain privé. Et donc pour ça qu'aujourd'hui, 80% de nos ventes, c'est marché américain, là où les réglementations motoneige sont très légères. Et merci pour vos commentaires sur le bateau, sur le Reverso. En 2 mots, la rigidité, elle est clé pour 2 aspects. C'est pour la perf et pour la sécurité. On envoie des gens avec leurs enfants sur l'eau. On n'a qu'un objectif, c'est que tout le monde rentre safe, quoi. Donc le bateau, il est construit un peu sur le même principe que les Airbus, c'est fail safe, un peu comme un mur de briques avec des briques en quinconce. Vous enlevez une brique, le mur ne s'écroule pas. Les systèmes sont doublés, comme sur un Airbus, où il y a 2 pilotes, il y a 2 moteurs, il y a 3 circuits hydrauliques. Et le système de rigidité, vous pourrez aller voir de plus près, puis on pourra en reparler. C'est marrant, tu prends Airbus en exemple plus que Boeing, je sais pas pourquoi. Ouais. Je suis la team Airbus. Ouais. Et il y a des systèmes de fermeture à levier sur le dessus, donc c'est des pièces qui sont utilisées par l'armée française, qui viennent de Suède, qui sont certifiées. Et en dessous, c'est vraiment le cœur de notre innovation. On a utilisé un concept qui est très utilisé pour construire des ponts en architecture, c'est le système de la précontrainte. C'est-à-dire que vous avez un mur très long, pour le rendre rigide, on vient tirer un câble avec une pompe hydraulique. Et là, on a fait un peu pareil, on a utilisé la technologie qui s'appelle le Dynéma. Donc c'est une fibre très résistante qu'on trouve dans les gilets pare-balles, dans les suspentes de parachute. Et on a des sangles qui sont cousues en France à Saint-Étienne, en Dynéma, qui s'élongent très peu, de l'ordre de 1 à 2%. Et on vient tirer un palan à 14 brins, ce qui fait que vous mettez 30-40 kg de tension d'une main. Pas besoin de tirer avec les 2 mains, pas besoin de faire 1m90, c'est hyper costaud, quoi. Tous les gabarits. Et le système donc, démultiplie cette force-là 14 fois. On se retrouve, si on enlève les frottements, à 300 kg à tribord, 300 kg à bâbord. Donc le système tient 600 kg de compression et il a été testé dans les conditions... Tribord, c'est la droite et bâbord, c'est la gauche. Exactement. Donc il a été testé dans les conditions aussi abominables, vent hyper fort, en crash test. Et c'est comme ça qu'on assure la rigidité.
Et après, je pense qu'on sera tous ravis d'échanger avec vous individuellement si vous avez d'autres questions aussi pendant le pot. Très bien. Stéphanie, je te laisse le mot de la fin. Cadeau. Ouais. Mais déjà, je suis d'accord. Merci. Merci d'être là parce qu'en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir d'abord qu'il y a des Français qui sont capables de créer des objets aussi incroyables avec des valeurs. Vous avez des valeurs incroyables. Vous m'avez fait beaucoup de bien là. C'est pas du fake. J'avais peut-être besoin de ce moment-là, là, en ce moment-là. Un truc où on est bien entre nous. Voilà, vous m'avez donné envie. Vous m'avez envie donné d'y aller. Alors moi, je suis pas super bonne en sport. Hein. J'ai souvent la trouille, mais avec vous, ça va le faire. Non, mais merci de remettre ces valeurs. Merci de rappeler que l'entrepreneuriat, c'est à la fois très cool et très dur. Merci, comme tu l'as dit, de montrer que le temps est important aussi. Le temps est important. Que l'émotion, c'est important parce que la vie est importante. Et puis, un petit message à Thomas et à Renaud. Parce que, en fait, moi, je viens de... Profitez-en, hein. Je crois qu'on a le droit de rentrer dedans, quoi. Moi, j'ai pris le droit. Alors, pas celle-là, mais la voiture est juste incroyable. Moi, je suis aussi super fière d'avoir des entrepreneurs français et super fière d'avoir des grandes marques françaises, des grands industriels français qui portent aussi notre économie. Et comme vous l'avez dit, on a besoin de la BPI, on a besoin des industriels. Moi, c'est mon cheval de bataille, pardon. Moi, c'est mon cheval de bataille. À la fois, j'ai 3 chevaux de bataille. Le premier, c'est que les filles fassent de l'informatique, parce que c'est des métiers qui sont super bien payés. Donc, allez-y. Il ne faut pas laisser les jobs de développeurs informatiques et tout ça qu'aux mecs. Nous aussi, on a besoin d'argent. Hein. Voilà. Mon deuxième sujet, c'est la banlieue. La banlieue, la ruralité, c'est-à-dire qu'on trouve aussi, et vous en êtes témoin, des zones dans lesquelles vous travaillez avec des profils incroyables. Et puis le troisième, c'est vraiment... on a besoin de ces grands groupes, et il faut le rappeler, on a besoin de ces grands groupes parce que même si ce n'est pas tout au début, en fait, au final, quand on est une start-up, c'est avant tout eux qui nous font vivre, à nous passer commande. Voilà, donc merci. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir rencontrés. J'ai passé un super moment. Il faut vraiment qu'on reste en contact et continuer de nous faire rêver. Et moi, je viens, hein. Là, moi, je te retrouve en Savoie là, quand ta femme a accouché, parce que Nicolas va être papa bientôt. Il ne savait pas trop s'il allait être là, donc on va penser très fort à lui. Moi, je viens en Bretagne tester le bateau, mais vous pouvez compter sur moi. Hein. On va venir avec Mathieu, avec Christopher, avec Olivier. On va venir, on va tout tester. Mais merci de nous faire rêver, et en étant dans la réalité, parce qu'à un moment, il y a du vrai business derrière et des vrais clients. Donc c'est très, très cool. Félicitations. Hein. Bravo. Oh. Merci. Bravo. Merci, bravo Stéphane. Non, vraiment, bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Bravo. Merci. Et vous lâchez pas. Bravo, moi j'ai envie de l'essayer, ton truc là aussi. Vas-y, mais là on peut pas là-dessus. Vous êtes incroyables. Les gars,